Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à notre troisième forum annuel de la santé de la Société canadienne d'ophtalmologie, Vision de demain. Je suis Dr. Mona Daguerre, présidente de la Société canadienne d'ophtalmologie. Ce soir, nous traitons de l'orientation future de notre société et nos conférenciers aborderont plusieurs sujets, dont la représentation, les obstacles aux dons de cornée, l'ergonomie, les considérations d'ordre éthique et une mise à jour sur le congrès annuel, y compris un aperçu sur le nouveau volet sur l'intelligence artificielle. Ce webinaire, moi, j'ai pas d'affiliation du tout. Et ce webinaire est vraiment une activité agréée d'apprentissage collectif au sens du programme de maintien du certificat du Collège royal des médecins et des chirurgiens du Canada. C'est approuvé par la Société canadienne d'ophtalmologie. Cela signifie que vous pouvez obtenir des crédits de la section 1 au titre du programme de maintien de certificat pour les 75 minutes que vous allez passer avec nous. Peu de temps après le webinaire, la Société canadienne d'ophtalmologie va vous envoyer un courriel contenant un lien vers l'évaluation. Une fois que vous aurez rempli l'évaluation, vous pouvez télécharger votre certificat de participation. Les objectifs de notre webinaire sont les suivants. Comprendre l'engagement de la Société canadienne d'ophtalmologie pour influencer les politiques gouvernementales en vue d'améliorer la qualité et l'accessibilité des soins oculaires. Se tenir informé des dernières avancées en ergonomie et prévention des blessures, ainsi que leur impact sur notre pratique professionnelle. Découvrir les nouveautés du Congrès annuel de la Société canadienne d'ophtalmologie 2025, notamment le volet de l'intelligence artificielle, et explorer l'importance de l'éthique professionnelle et les qualités essentielles de médecins éthiques. Donc, ce soir, nous allons compter sur votre participation au sondage qui s'afficheront dans les présentations. Donc, histoire de vous mettre à l'aise avec cette fonctionnalité, surtout si vous ne l'avez jamais utilisée, voici un bref sondage pour vous exercer. Quelle est votre façon préférée de passer un jour de congé? Explorer la nature, visionner une nouvelle série en affilée, cuisiner ou préparer un mets savoureux, plonger dans un bon livre ou rattraper un sommeil récupérateur. On vous donne un peu de temps pour répondre. On peut afficher les résultats. Parfait. OK, intéressant. Donc, plonger dans la nature et dans un bon livre, c'est parfait. On continue. Prochaine étape. Donc, ce soir, nous visons vraiment à vous faire découvrir le rôle crucial de la Société canadienne d'ophtalmologie, qui est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculaires et visuels au Canada et regroupe plus de 800 ophtalmologistes et 200 résidents et fellows. Nous veillerons à ce que la population canadienne reçoive les meilleurs soins oculaires, médicaux et chirurgicaux possibles, et on encourage la poursuite de l'excellence en ophtalmologie en procurant des soins de soutien à nos membres en pratique. Grâce à une collaboration avec le gouvernement, avec des sociétés de spécialité nationales et internationales, et avec d'autres professionnels de la santé au Canada, nous plaidons en faveur de politiques relatives à la santé oculaire et visuelle, notamment l'adoption récente du projet de loi C-284, loi prévoyant l'élaboration d'une stratégie nationale sur les soins oculaires. En plus, avec Santé Canada, nous avons établi une relation de travail étroite afin d'éteigner les pénuries de médicaments et de continuer à informer les membres de la société des produits qui sont en pénurie actuellement ou imminente pour aider avec leurs pratiques. En plus, la Société canadienne d'ophtalmologie est fière d'être prestataire agréé de développement de professionnels continu. On s'assure ainsi que nos membres demeurent à l'avant-garde dans leur domaine. Et finalement, nous sommes ravis de réunir les ophtalmologistes de partout au Canada à notre congrès annuel qui se déroule cette année à Vancouver du 19 au 22 juin.
Le Congrès met en vedette les conférenciers internationaux et des Canadiens de premier plan. Vous en entendrez parler plus également un peu plus tard. Nous vous rappelons donc, tandis que vous écoutez les présentations ce soir, vous pouvez publier vos questions dans la zone à cet effet. Nous ferons de notre mieux pour répondre au plus grand nombre de questions possible. Alors, sans plus tarder, lançons cette soirée en accueillant notre première conférencière, Madame Elizabeth Fowler, notre directrice de la Société canadienne d'ophtalmologie. Tout au long de sa carrière, dans le domaine de la santé, Liz a œuvré dans le secteur à but non lucratif ainsi que dans l'industrie pharmaceutique. Elle s'est particulièrement investie dans la sensibilisation des patients, la recherche et l'élaboration de politiques, notamment au sein de World Health Advocacy, de l'Institut de développement de la santé des enfants et des adolescents, du IRSC, ainsi que de la Fondation canadienne du Rhin. Au sein de la Société canadienne d'ophtalmologie, Liz, elle joue un rôle clé et elle a joué un rôle clé dans l'avancement du projet de loi C-284, marquant une étape décisive vers l'élaboration d'une stratégie nationale sur les soins oculaires au Canada. Grâce à son leadership, elle continue d'influencer positivement tant les patients que la profession. Merci d'accueillir Madame Fowler. Liz, c'est à vous. Merci beaucoup, Dr. Dagger, c'est très gentil. Et bonjour à tout le monde, merci d'être venu aujourd'hui. Je vais vous parler de la représentation en action. Et pendant que je me préparais pour cette présentation, j'ai demandé à plusieurs collègues françaises s'ils pouvaient me donner la traduction du mot advocacy. Je suis anglophone, alors je m'excuse en avant pour toutes mes fautes de grammaire. Euh, mais quand j'ai demandé, OK, c'est une présentation qui concerne advocacy. Comment est-ce qu'on dirait advocacy en français? Puis j'ai reçu plusieurs réponses. J'ai reçu la réponse représentation, plaidoyer, la défense des intérêts et notre Council on Advocacy a été traduit à conseil des grands enjeux de la profession. Alors, je pense que c'est intéressant qu'il n'y a pas juste un mot en français, mais c'est aussi pratique parce que la représentation est pas juste une chose. Alors, je vais vous parler ce soir de les initiatives concernant la représentation que le SEO prend et a pris pendant 2024. Alors, je n'ai aucune affiliation financière et vous pouvez voir ici la définition de la représentation en ophtalmologie au sens large. Euh, c'est une définition qui compris promouvoir la santé, influencer les politiques, le soutien des droits, la sensibilisation du public. Alors, c'est pas mal global. Et ça y compris, comme l'on vient de dire, l'éducation et sensibilisation ont besoin de promouvoir la profession d'ophtalmologie et aussi expliquer quelle est l'importance de la profession d'ophtalmologie parce que j'ai trouvé même les personnes qui travaillent dans la santé canadienne, ils sont pas au courant, comme je les voulais qu'ils soient, de l'ophtalmologie et qu'est-ce que vous faites, vos expériences, votre expertise. Alors, l'éducation et la sensibilisation est très important. Nous aide à défendre les politiques et aussi de euh, en- encourager la participation communautaire. Et en impliquant la communauté, nous sommes en mesure de vous donner des moyens d'agir. Alors, avant que je commence à parler des initiatives de la SCO, j'aimerais savoir dans quelle mesure êtes-vous au courant des efforts de représentation de la SCO? Est-ce que vous êtes très au courant, quelque peu au courant ou pas du tout au courant? Alors, je vous donne quelques petites secondes à répondre.
Quelque peu au courant ou pas du tout au courant. Excellent, vous êtes dans la propre place. J'espère au fin de la présentation, vous pouvez tous dire que vous êtes très au courant. Euh, alors, la représentation est une des plus importants piliers que on entreprend à la SCO. On dépense des ressources régulièrement chaque jour. On a des gens qui sont des experts et on travaille avec vous, nos membres, qui sont des experts aussi. Alors, en 2024, on a achevé plusieurs projets. On a des énoncés de position comme celle que vous voyez ici. Et quand on peut, on implique toujours les experts et on travaille en partenariat avec les experts. Par exemple, la deuxième, la technologie brevetée de stimulation électrique. On a fait ça en partenariat avec la Société canadienne de la rétine parce que c'est visé à des patients de rétine. Et on a aussi des, des réunions régulières avec le Conseil des grands enjeux de la profession. Et c'est un groupe de membres, de nos membres autour du Canada qui sont intéressés dans la représentation et impliqués là-dedans. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous joindre, s'il vous plaît, juste nous donner envoyer un courriel. C'est un groupe qui partage de l'information et aussi les meilleures pratiques. Euh, et c'est très, très intéressant. Euh, on a aussi fourni fréquemment, en 2025, des renseignements cliniques à l'Agence des médicaments du Canada, euh, parce que cette agence donne des recommandations aux provinces pour le remboursement des nouveaux médicaments. Et ils demandent aux cliniciens de temps en temps de donner leurs renseignements pour cet remboursement. Alors, on a l'opportunité de influencer ce processus et quand c'est possible, on demande à nos experts de nous aider à répondre à leurs demandes. On a aussi créé plusieurs groupes de travail en 2023, puis leur travail continue. Euh, Parce que ce sont des enjeux importants pour la profession. Celui pour l'ergonomie et prévention des blessures, vous allez entendre beaucoup plus parce que Dr. Archambault va vous parler plus tard dans le webinaire. Dr. Dagger a parlé du projet de loi C-284. C'était très excitant et on a travaillé avec un groupe de partenaires qui sont impliqués dans la santé oculaire pour essayer de vraiment rapidement faire passer ce projet de loi. Et je suis très contente de vous dire qu'en novembre, ce projet de loi a reçu la sanction royale. Et on a aidé, on a fait ce qu'on pourrait pour euh, que ça arrive en donnant des présentations au Sénat. On a rencontré avec plusieurs personnes dans le gouvernement, au Santé Canada, aux finances, etc., puis aussi des membres du Parlement. Alors maintenant que le projet de loi a passé, on a 18 mois pour achever les résultats puis créer la stratégie. Alors on continue de travailler avec notre groupe de partenaires et le Santé Canada et MP Judy Scrow. Alors, je vous ai mentionné qu'on a eu beaucoup de réunions dans le gouvernement, puis vous pouvez voir quelques-unes de nos réunions qui sont sur ce diapo. Et on a aussi accepté toutes les invitations pour être panéliste sur des webinaires, parce qu'on essaie toujours que l'ophthalmologie soit au présent, en avant le public, en avant le gouvernement. Si vous voulez savoir plus là-dessus, on a une très bonne site web et la salle de presse a beaucoup plus d'informations. Vous pouvez les trouver à ce lien ici. On a besoin aussi de parler de l'élargissement du champ de l'exercice de l'optométrie. En ce moment, il y a 4 provinces qui ont reçu des demandes d'élargissement de champ d'exercice des collèges d'optométrie. Ils sont des demandes ils veulent faire de la chirurgie, ils veulent utiliser les lasers. Alors, on essaie de travailler en collaboration avec les optométristes mais la sécurité des patients est toujours the bottom line. C'est la chose qu'on est très, très impliqué. Puis, on veut que les gens qui ont les meilleures expériences et expertises font
chirurgie, en effet. Alors, on travaille avec nos collègues dans les associations provinciales pour essayer de nous assurer que tous les changements sont faits avec la sécurité des patients dans le cerveau. Très rapidement, je vais vous parler de GIA. C'est le groupe d'intervention d'Action Santé. C'est un groupe de 43 associations nationales qui sont liées dans la santé. Ça fait plusieurs années que le SCO est membre de GIAS, puis on a trouvé que c'était très pratique et aussi utile parce que ce groupe, leur objectif primaire, c'est la représentation. Alors, à chaque réunion, ils invitent une membre de parlement. Ils ont beaucoup de réunions. Et maintenant, dès 2024, je suis la coprésidente de ce groupe. Alors, c'est une autre façon dont l'ophtalmologie, on essaie de promouvoir l'ophtalmologie. Si vous êtes intéressé à prendre des étapes dans la représentation, mais vous ne savez pas où commencer, on a des ressources pour vous. Vous pouvez toujours nous appeler ou nous envoyer un courriel, mais vous pouvez aussi regarder les ressources comme celui-là qui est sur l'écran. Vous pouvez trouver cela dans notre site web, dans la section pour les membres. Puis ça vous donne des étapes pour commencer de faire la représentation individuelle. Et finalement, voici notre déclaration de plaidoyer de la SCO. On a demandé aux membres de notre conseil des grands enjeux de nous aider à écrire cette déclaration. Puis maintenant, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on leur donne cette déclaration pour qu'ils puissent voir quels sont nos objectifs et nos buts. Et c'est tout. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis là. Merci, Liz. Et merci pour tout ce que vous avez expliqué et tout ce que vous faites pour la Société canadienne d'ophtalmologie. On est vraiment bien représenté avec vous comme directrice. On a une question. Quels sont les défis les plus urgents à relever aujourd'hui dans le domaine de la défense des soins de santé? J'aimerais savoir des gens qui sont ici, quelles sont leurs réponses à cette question, mais personnellement, je pense que l'accès aux soins dans les communautés rurales et éloignées, c'est une des premières questions à plaidoyer pour la profession. Aussi, avec le vieillissement de la population, le main-d'œuvre en ophtalmologie est également un sujet de préoccupation très important. On en a besoin de nous assurer qu'on a aussi assez d'ophtalmologistes au Canada qui peuvent donner les soins aux gens qui en aura besoin. Et enfin, la prolifération des centres chirurgicaux, je peux jamais, chirurgicaux privés et leur impact sur la formation des résidents est aussi un sujet de préoccupation pour nous. Il y a plusieurs d'autres et les groupes de travail qu'on a énoncés essaient de travailler sur ces sujets. Merci encore, Liz. Alors, nous allons maintenant accueillir notre prochain conférencier, Dr. Samir Jabour, membre du conseil d'administration de la Société canadienne d'ophtalmologie et responsable de la liaison entre les résidents et les jeunes ophtalmologistes et notre société. Il est spécialiste des maladies de la cornée. Il a contribué et continue à contribuer de manière significative aux avancées en kératoplastie dans le domaine des maladies de la surface oculaire en tant que professeur adjoint et directeur du fellowship de cornée au CHUM. Et il est aussi à McGill. Il joue un rôle clé dans la formation et le mentorat de la prochaine génération d'ophtalmologistes. Ce soir, il nous parlera d'obstacles aux dons de cornée, un enjeu crucial pour l'accès aux greffes et la prise en charge de ces patients. Docteur Jabour, nous vous écoutons et bienvenue. Merci, Dr. Daga, pour cette belle introduction. Donc, je vous parle aujourd'hui des obstacles aux dons d'organes de cornée et comment réagir aux politiques relatives au HSH ou les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes au Canada. Donc, je n'ai aucune affiliation financière à divulguer pour cette présentation. Donc, pour cette présentation, on va parler un peu de l'aperçu de l'importance des dons de cornée pour restaurer la vue. On va parler un peu des défis actuels liés au don de dons d'organes. Et finalement, on va vraiment se concentrer sur les politiques relatives aux périodes de report ou d'exclusion, hein, comme on peut aussi dire, pour les HSH au Canada.
Avant qu'on commence, j'aimerais bien faire un petit sondage juste pour voir un peu, est-ce que vous êtes au courant des périodes de report ou d'exclusion pour la communauté HSH en ce qui est au trait des dons d'organes au Canada? Est-ce que vous êtes très au courant? Est-ce que vous êtes quelque peu au courant ou est-ce que vous n'êtes pas du tout au courant? On va prendre un petit 30 secondes pour le sondage, puis on va voir un peu les réponses. Je peux vous dire que pour la présentation en anglais, la plupart n'étaient vraiment pas à l'aise avec le sujet. Donc, je suis curieux pour voir ici au Québec. Donc, même chose à peu près, on est à 63% qui sont pas du tout au courant et 37% qui sont un peu au courant et personne qui est très au courant. Donc, j'espère que cette présentation vous sera utile. Alors, lorsqu'on parle de cécité cornéenne, malheureusement, la cécité cornéenne, c'est une des causes mondiales de cécité. Et ce qui est l'avantage en fait de la cystite cornéenne, c'est qu'elle est pour la plupart réversible en fournissant une greffe de cornée aux patients. Le problème, c'est qu'il y a une pénurie de greffes de cornée mondialement. On parle à peu près que pour 70 patients ayant besoin d'une greffe de cornée, il y a juste une seule qui est disponible mondialement. Évidemment, c'est tout un spectre. Donc, il y a des patients, il y a des pays qui surproduisent en fait des greffes de cornée et qui les exportent, dont les États-Unis, par exemple, l'Italie, le Sri Lanka. Le Canada, alors qu'on est quasi autosuffisant, on est quand même assez dépendant des États-Unis pour pouvoir vraiment compléter nos besoins des greffes de cornée. Et on achète des États-Unis des greffes qui sont quand même assez dispendieuses, qui revient à peu près à 6 000 $ canadiens par greffe, ce qui est pas négligeable. Lorsque les banques des yeux font les critères d'exclusion des dons qu'ils reçoivent, bien évidemment, ils vont regarder plusieurs choses, dont la chose la plus évidente, c'est les infections comme le VIH, le sida, les hépatites, ou même aussi des affections oculaires comme les cancers, le rétinoblastome, les tumeurs malignes du segment antérieur. Mais aussi, il regarde des comportements à haut risque. Donc, est-ce que ce donneur a eu des comportements qui le mettraient plus à risque d'avoir des infections, par exemple, dont, par exemple, la consommation de drogues injectables ou des comportements sexuels qui seraient considérés à haut risque. Et on va parler un peu de ce sujet ici. Lorsqu'on comprend un peu comment est-ce que les critères d'exclusion ou de report des dons d'organes pour la communauté HSH a été mis en place, il faut revenir vraiment aux années 1980 lorsqu'il y avait une épidémie du sida durant cette époque. Et malheureusement, à l'époque, cette épidémie touchait particulièrement cette communauté-là et on n'avait pas de méthode fiable ou de tests de dépistage qui étaient assez précis pour pouvoir dépister le VIH. Et donc, c'était à cette époque-ci qu'il y a vraiment eu des critères d'exclusion sur la communauté, que ce soit pour les dons d'organes de cornée ou de sang, ou même pour les dons d'organes solides. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde dans la littérature sur les événements par accident, où il y a vraiment eu des dons d'organes de quelqu'un qui était affecté par le VIH, par exemple, et qui a fait un don d'organes, le risque de transmettre le VIH au receveur est très considérable dans les dons d'organes qui sont solides, comme le foie, le cœur ou les poumons. Ceci n'est pas le cas, par contre, pour le don de cornée. Il n'y a eu aucun cas à date qui a été rapporté où un patient qui a été affecté par le VIH, qui a fait un don d'organe par erreur, en fait, à un receveur et que le receveur ait contracté le VIH. De nos jours, le Canada spécifiquement maintient toujours une règle de report des dons d'organes d'à peu près de 12 mois pour un patient qui a eu des relations sexuelles avec un autre homme euh, dans son historique. Effectivement, cette période est encore plus longue, jusqu'à 5 ans. Et ceci revient au fait que les banques de yeux canadiennes, pour la plupart, sont accréditées par l'Association américaine des banques des yeux, qui, elle, maintient une période de report de 5 ans. Donc, même si Santé Canada estime un 12 mois étant nécessaire, effectivement, dans les banques de yeux, c'est une période de 5 ans qui est appliquée. Pouvez vous demander, est-ce que c'est quelque chose qui est très pertinent? Est-ce que ça change vraiment au niveau des dons d'organes? Est-ce que c'est quelque chose qui vaut le coup de vraiment de se poser ces questions-là? Il y a une étude qui était très intéressante qui a été faite par Dr. Puente aux États-Unis et il a regardé vraiment les banques des yeux américaines et canadiennes et il a estimé, grâce à un modèle, qu'à peu près 91 cornées sont refusées annuellement en raison de ce critère d'exclusion. Donc, à peu près jusqu'à 2% des dons, ce qui ramène, d'un point de vue économique, à jusqu'à un demi-million de dollars qui sont gaspillés chaque année.
Tout cela pour dire aussi, il y a la stigmatisation culturelle sur la communauté qui peut être très profonde. Donc, il y a plusieurs aspects qui sont très importants à prendre en compte avec ces critères d'exclusion. Pourquoi est-ce que ces critères d'exclusion deviennent de plus en plus, euh, ils sont plus mis à jour en fait? Ça revient vraiment aux nouvelles méthodes actuelles de dépistage du VIH. Ce qui nous inquiète, c'est ce qu'on appelle en anglais le window period, ou le délai de séroconversion. Donc, c'est la période s'écoulant entre l'infection avec le VIH et la présence de matériel où on peut détecter avec des tests de VIH. Et en effet, le problème, c'est que si on tombe dans cette période-là, ben, on a des risques d'avoir des faux négatifs. Donc, on teste un test négatif alors que, en effet, le test était positif. La détection des anticorps est la méthode la plus courante au Canada et ce n'est pas une méthode qui est très chère non plus. Donc, elle détecte les anticorps produits par le système immunitaire en réponse au VIH. Même en regardant cette technique-là, le délai de séroconversion est à peu près de 3 à 12 semaines suivant l'exposition. Donc, vous déjà de vous demander que cette période de 12 mois ou même de 5 ans est vraiment obsolète devant un délai de séroconversion de 3 à 12 semaines. Encore plus, lorsqu'on regarde les nouveaux tests des acides nucléides, qu'on appelle NAT en anglais, ceux-ci vont détecter vraiment le matériel génétique, donc comme le ARN ou l'ADN. Et là, on parle vraiment d'un délai de séroconversion d'à peu près de 10 à 33 jours jusqu'à l'exposition, rendant d'autant plus ces critères d'exclusion obsolètes de nos jours. Et en effet, le monde d'ailleurs a vraiment mis à jour leurs critères d'exclusion, sauf quelques pays. Ça, c'est une carte que j'ai empruntée du docteur Pointé pour que vous pouvez voir vraiment que le vert, par exemple, ce sont les pays où ils n'ont aucune restriction sur les HSH. C'est la plupart du monde. Même si ce n'est pas le cas, en Europe, par exemple, ils ont diminué de manière significative les délais. Donc, on parle à peu près de 4 mois pour la France, pour 3 mois pour l'Angleterre et pour l'Australie. Les pays qui sont vraiment à l'exception, c'est l'Amérique du Nord, donc c'est le Canada qui a un délai de 1 an et les États-Unis de 5 ans, ainsi que le Brésil, l'Inde et quelques pays comme l'Indonésie par exemple. Donc on peut vraiment voir qu'on a vraiment du retard dans ce domaine au niveau des mises à jour de nos critères d'exclusion. Même au niveau des dons de sang, aussi au Canada, il y a vraiment eu une mise à jour qui a été mise en place. Et à la place de faire des critères d'exclusion basés uniquement sur une communauté, maintenant ceux-ci sont basés plus sur des comportements à haut risque et c'est comme ça qu'on exclut les donneurs de sang. Et il y a même une apologie du Dr. Graham Shea, qui est vraiment le chef de la direction de la SCS, qui s'était excusé de ces politiques-là qui ont vraiment approfondi une stigmatisation qui était quand même assez importante. Donc, comment est-ce qu'on peut adresser les préoccupations du public et les idées fausses? Donc, en effet, le public, probablement, lorsqu'on change de ces règles, ben, il y a la crainte que la transmission de la maladie soit faite et que les méthodes qui sont mises en place par les banques des yeux ne sont pas assez exhaustives pour pouvoir détecter le VIH. Il est important de lutter contre les mythes avec des faits, donc d'expliquer au public que le dépistage moderne du VIH, spécialement avec les TAN, comme on l'a déjà vu, réduit le risque à peu près jusqu'à 0. Les banques des yeux ont des protocoles qui sont très stricts au niveau de la sélection des donneurs, qui garantit une sûreté au niveau des organes. Et finalement, c'est très important de noter qu'il n'y a aucun cas documenté de transmission à date de la maladie en raison d'une greffe de cornée. Les stratégies pour adresser ces problèmes, ben, c'est de mettre et de travailler avec les banques des yeux pour avoir des protocoles stricts de dépistage qui garantissent la sûreté des issues données. Faire des campagnes de sensibilisation portant sur la science pour assurer la sûreté de ces dons. On peut utiliser des témoignages de receveurs, de donneurs pour vraiment démontrer l'importance qu'une greffe de cornée pourrait ramener à la qualité de vie d'un patient et faire des partenariats avec des groupes de défense d'intérêt pour promouvoir l'inclusivité. Comment est-ce qu'on peut changer nos politiques ici au Canada? Ben, il y a deux manières. Ben, premièrement, le problème, c'est que, comme on a déjà discuté, c'est qu'on est lié aux États-Unis, malheureusement, à cause du fait que nos banques de yeux, pour la plupart, sont accréditées par les États-Unis. Mais même à cela, on peut changer les critères d'exclusion. On peut faire un peu ce qui est fait avec la banque de sang, par exemple, où on peut changer les critères qui sont fondés sur les comportements et non pas sur les communautés d'emblée. Donc, ça s'aligne vraiment avec les façons de faire qui sont beaucoup plus modernes. Ça élimine le HSH comme un critère de risque. Ça élargit le bassin des donneurs, ça réduit les coûts et ça met vraiment le Canada en position en tant que chef de file.
Par contre, il faut vraiment avoir des ressources qui sont très exigeantes au niveau de la banque des yeux pour pouvoir mettre des protocoles de dépistage qui sont très précis. Une autre manière qui est plus simplistique, c'est de juste de réduire la durée jusqu'à 30 jours, par exemple. Et ça reflète vraiment les politiques qui ont été mises pour les dons d'organes solides, par exemple, aux États-Unis. Les avantages, c'est que ça établit un équilibre entre la sûreté et l'inclusion des donneurs, mais peut exclure beaucoup de donneurs qui ont été victimes d'un décès soudain, par exemple, où on n'a pas vraiment un historique qui est clair au niveau de leur comportement. Donc, il faut faire des changements aux politiques fondées sur la science. Il faut faire un appel à soutenir les initiatives d'éducation du public et de la défense des politiques. J'étais Et j'ai eu l'honneur, en fait, de diriger ici avec la Société canadienne d'ophtalmologie un groupe de travail qui a vraiment travaillé sur ce domaine. Ça a regroupé des ophtalmologistes, des résidents et même des médecins hors ophtalmologistes comme de la médecine interne ou les urgentologues pour mettre vraiment ce qu'on appelle en anglais un policy memo qu'on a soumis à Santé Canada pour pouvoir revoir ces critères-là et pour le CSA, le Canadian Standard Association, qui sont vraiment en train de revoir ce sujet actuellement. Donc, on attend vraiment des nouvelles, j'espère, très bientôt. Et toutes ces nouvelles-là vont vous être transmises à l'aide des canaux de la Société canadienne d'ophtalmologie. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci. Je prendrai des questions si quelqu'un a des questions. Merci, Dr. Jabour. Merci pour cette excellente présentation, mais surtout pour l'excellent travail que vous faites pour cette cause. On a deux questions pour vous. Premièrement, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux renseigner le public sur le don de cornée? Je pense qu'il y a plusieurs manières de le faire. Je pense que une des choses qu'on fait, par exemple, dans notre groupe de travail, premièrement, c'est de travailler avec le gouvernement ou les associations qui sont vraiment en relation avec la santé canadienne pour pouvoir émettre des mises à jour qui peuvent être transmises par leur réseau à eux au public. Je pense de notre partie à nous aussi, il est très important de travailler avec la Banque des yeux, qui ont aussi un impact assez important et qui peuvent faire des campagnes où ils peuvent vraiment éduquer le public sur les nouvelles mises à jour qui ont été mises et rassurer le public que les meilleures normes sont mises en place et qui sont vraiment adéquates par rapport à l'entièreté du monde qui a aussi fait ces nouvelles mises à jour. Et évidemment, les réseaux sociaux comme la Société canadienne qui peuvent vraiment transmettre leurs recommandations à travers que ce soit le Journal canadien d'ophtalmologie, notre site ou même les réseaux sociaux. Merci. Une deuxième question, comment envisagez-vous l'évolution de la greffe de cornée au cours des 5 à 10 prochaines années? C'est une bonne question. C'est assez excitant comme domaine. Je pense que ça n'a pas rapport directement à ce sujet-là, mais même vous, Dr. Daguerre, je pouvais voir que depuis 10 ans ou même 15 ans, le domaine de la transplantation de la cornée, ça évolue énormément. Je pense que les nouvelles choses qui sont dans le pipeline, c'est vraiment les cellules souches qui devraient prendre de plus en plus du rôle au niveau des greffes de cornée et aussi la kératoprothèse de plus en plus qui sera étudiée avant de démontrer une kératoprothèse qui sera parfaite. D'où le fait qu'on pourra peut-être diminuer le besoin des dons d'organes humains, surtout dans les parties du monde où la cystite cornéenne est vraiment très prévalente. Merci. Encore une fois, merci pour votre présentation. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Donc, on a maintenant le plaisir d'accueillir le docteur Cyril Archambault, professeur adjoint d'ophtalmologie à l'Université de Montréal et spécialiste de l'ophtalmologie pédiatrique et du glaucome. Après avoir obtenu son diplôme de médecine à l'Université McGill, il a poursuivi sa résidence en ophtalmologie à l'Université de Montréal. Ensuite, il a approfondi son expertise grâce à un fellowship en ophtalmologie pédiatrique et strabisme à l'Université Stanford, suivi d'un deuxième fellowship sur le glaucome de l'adulte et de l'enfant au Moorfields Eye Hospital à Londres. Le docteur Archambault exerce aujourd'hui au CHU Sainte-Justine et au CEO HMR, où il prend en charge tant les enfants que les adultes. Docteur Archambault, merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, Dr. Daguerre, pour la belle introduction. Et merci à tout le monde d'être là ce soir. Moi, je vais vous parler du sujet de l'ergonomie et de la prévention des blessures. Un instant. OK. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt qui a de lien avec cette présentation. Alors, on commence avec notre question de la soirée. Alors,
est-ce que vous, selon vous, vous avez eu une douleur musculo-squelettique qui est causée par le travail ou à laquelle le travail contribue? Alors, on va se donner un petit 30 secondes. Super. Bon. Alors, plus que presque les trois quarts des participants ici ont eu ce type de douleur-là. Donc, c'est très intéressant et donc ça reflète la- le problème qui nous affecte beaucoup. Alors, voilà les résultats dont on a parlé. Alors, on commence par quelques définitions. Alors, l'ergonomie, c'est la science appliquée qui s'intéresse à la conception et à l'agencement des moyens et méthodes de travail chez les humains, qui a pour but d'optimiser l'efficacité et la sécurité au travail. Les troubles musculo-squelettiques, c'est ce qu'on entend par troubles douloureux des muscles, des tendons et ou des nerfs. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Il y a plusieurs sondages qui ont été faits qui concernaient les symptômes musculo-squelettiques. Et puis, ce qu'on voit par ces chiffres-là, c'est que il y a plus que la moitié de nos collègues qui sont atteints de ce genre de symptômes. Et puis, on se pose la question si c'est un problème qui est en augmentation, surtout avec l'augmentation de l'âge et même de la demande de nos services. Et on y était ici. Donc, où se situe la douleur? Donc, elle se situe au cou et au dos principalement, à l'épaule, au coude et puis au poignet par la suite. Quels sont les facteurs de risque qui vont mener à ce genre de problème-là? Alors, c'est nos mouvements répétitifs, donc à avoir plusieurs patients par jour, on fait les mêmes mouvements. La charge statique, donc tenir quelque chose immobile pendant longtemps dans des positions qui sont non neutres, donc des positions, disons, les bras allongés, positions plus excentriques. La récupération insuffisante, les prises fermes, donc on tient les objets de manière très serrée, et puis les mouvements soudains et plus instables. Tout ça sont des facteurs de risque ergonomique. Donc, quand on pense à une journée en clinique ou en salle d'opération, donc quand on est assis à examiner des patients à la lampe à fente, donc on fait, ou quand on fait de l'ophtalmoscopie indirecte, en chirurgie, ou en utilisant nos loupes, tout ça, ce sont des situations où est-ce qu'on peut se trouver à risque ergonomique. Donc, aussi, si on pense aux différentes surspécialités, on peut comprendre que les risques ergonomiques vont être différents. Donc, par exemple, les spécialistes de rétine vont faire plus d'indirects, des injections, des lasers. En oculoplastie, ils vont plus utiliser des loupes. En pédiatrie aussi. En pédiatrie, il y a la rétinoscopie en plus et les examens chez les enfants où il faut qu'on se mette à quatre pattes. Et puis, en glaucome, la gonioscopie, des lasers aussi. Tout le monde est en salle d'opération. Et puis, si on repense à tous nos facteurs de risque, ben, on sait que chaque surspécialité en aura peut-être plus ou moins dépendant de leur charge de travail. Alors, une étude qui est plutôt inquiétante chez nos collègues en oculoplastie, en fait, a montré qu'il y a 9% des chirurgiens en oculoplastie qui ont arrêté d'opérer en raison de douleurs ou d'une blessure à la colonne vertébrale. Donc, dans la vie de tous les jours, on est un peu dans un équilibre. Il y a notre équilibre entre l'usure et le repos et la récupération. Et puis, c'est quand il commence à avoir une augmentation de l'usure et une diminution de notre repos et récupération que là, ça peut mener à une blessure. Puis, ces blessures-là vont nous affecter de plusieurs manières différentes. Donc, la première façon que ça nous affecte, ça peut diminuer notre productivité. Donc, les absences de travail, la limitation du champ de pratique, des choses qu'on peut et veut faire, diminution du volume de patients ou de volume de chirurgie et les retraites hâtives. Les retraites hâtives qui peuvent en fait mener aussi à la perte de revenus, la perturbation des soins aux patients, et puis c'est un fardeau additionnel pour nos collègues. Ça va aussi affecter notre humeur et les interactions avec les patients et leurs familles. Ça peut affecter notre vie hors de l'hôpital, les activités et les loisirs et notre qualité de vie en général. Donc, les blessures, qu'elles soient causées par le travail ou non, peuvent vraiment affecter notre vie en général. Ce qui est intéressant, c'est que dans les dernières années, il y a beaucoup d'ophtalmologistes qui
ressortent et parlent de leurs problèmes musculo-squelettiques. Dr. Robert Cioni expliquait que, ou en fait, disait qu'au bout de 10 à 15 ans, il a commencé à ressentir des douleurs cervicales et dorsales constantes. Dr. Sunir Garg a dit qu'en deuxième année de résidence, c'est quand les douleurs dorsales ont commencé. Dr. Elizabeth Yu, qui est présidente de l'ASCRS, dit de souffrir de blessures sous-jacentes qui sont exacerbées à tous les jours par le stress de ce qu'elle fait. Et puis, Dr. Sam Maskett, qui était l'ancien président de l'ASCRS, il dit commencer à avoir des douleurs importantes au niveau cervical. Et puis, l'IRM de Dr. Maskett va nous montrer pourquoi. Donc, il commence à avoir une sténose assez importante au niveau cervical si on compare ici à un IRM normal. Et puis, Dr. Steven Safran, un autre ophtalmologiste, disait qu'il commençait à perdre la sensation dans les mains. Et puis, ça a mis en évidence le fait qu'on ne peut pas marteler notre colonne vertébrale sans arrêt. Éventuellement, la colonne vertébrale va nous marteler à son tour. Et puis, c'est ce qui témoigne de sa fusion cervicale qui a été faite par la suite. Alors, le comité qui a été mis en place en 2024 voulait recueillir des gens de différentes tailles, différents sexes, lieux d'exercice, étapes de carrière et des différents parcours. Et puis, on a pu trouver des gens dans toutes sortes de spécialités, sous-spécialités, pardon, donc en ophtalmologie générale, cornée, glaucome, oculoplastie, pédiatrie et rétine. Alors, le comité se compose de Dr. Rishi Gupta et Dr. Devin Betch qui sont à Dalhousie et Dr. Freddie Lee qui est un résident aussi à Dalhousie, de moi-même à l'Université de Montréal. À Ottawa, Dr. Sama Sabeti, Dr. Kashif Beg et Michael Dolan. À l'Université Western, Dr. Rukaya Mather. À Manitoba, Dr. Lauren Bellin, Dr. Patrick Gouy à Calgary et en Colombie-Britannique, Dr. Femida Karani et Dr. Harold Gierday. Donc, ça, c'est notre comité sur l'ergonomie et notre vision est de sensibiliser chaque ophtalmologiste canadien à l'ergonomie et à la prévention des blessures, ainsi qu'à la façon d'atténuer les risques de ces blessures. La mission est d'éliminer éliminer toutes les blessures professionnelles chez les ophtalmologistes canadiens. Et puis, les valeurs sont celles du respect, de la passion, du travail d'équipe, créativité, inclusion et diversité. Alors, quels sont nos objectifs? Alors, le premier objectif était de créer un cours annuel à la Société canadienne d'ophtalmologie dans le programme d'auto-évaluation pour parler de l'ergonomie. Ensuite, c'était de créer des vidéos haute qualité parlant de l'histoire d'un collègue nord-américain qui pourrait être diffusé et puis mettre le sujet en valeur. Ensuite, de créer un guide d'ergonomie et un curriculum d'ergonomie pour les programmes canadiens. Et ensuite, de faire des publications autant dans le blog Point de Mire Sightlines, sur les réseaux sociaux et dans le CRP. Alors, on est content de vous annoncer que le cours annuel à la Société canadienne d'ophtalmologie a été approuvé. Et puis, donc, si vous voulez vous présenter à ce cours, nous serons contents de vous recevoir. Finalement, un petit timeline du plan sur 3 ans que nous voulons réussir. Donc, il s'agit à chaque année de développer notre cours au programme d'auto-évaluation et puis par la suite de faire une publication d'un vidéo à chaque année et de faire nos publications sur les réseaux sociaux, sur Sightlines et dans le CRP. Finalement, sur les 3 années, de travailler sur notre guide et le curriculum d'ergonomie. Donc, on aimerait remercier, bien sûr, Elizabeth Fowler, Kim, Danica et Stephanie, sans qui on n'aurait pas pu avoir le cours approuvé pour la SCO. Et puis, un merci aussi à Monica pour son aide avec l'organisation du forum. Et puis, je serai prêt à prendre des questions. Merci. Merci, Dr. Archambault, pour cette excellente présentation et pour vraiment votre implication dans cet aspect qui est vraiment très, très important pour notre profession. J'ai hâte au cours, j'ai hâte d'assister et d'apprendre un peu plus sur comment améliorer notre positionnement et tout ça. Mais en attendant, pourriez-vous nous donner des trucs et des astuces pour les ajustements ergonomiques? Qu'est-ce que vous recommanderez aux ophtalmologistes qui travaillent de longues heures et qui ont des douleurs ou des
sensibilité au niveau du code audio? C'est une très bonne question. Et puis, la réponse, ce sera peut-être pas super satisfaisant, mais tout le monde étant si différent, je pense que la première chose que je pourrais dire, ce serait au moins de prendre conscience de quelles sont nos positions à risque. Si on est quelqu'un qui va avoir le dos qui va être très courbé ou les épaules très élevées ou les bras qui sont étendus, je pense que la chose la plus importante pour commencer un processus en ergonomie, c'est de prendre conscience de ces positions à risque-là. Et puis, par la suite, on peut essayer de faire des ajustements, que ce soit de changer la position de notre chaise pour mettre le dossier qui est plus bas et plus avancé pour garder une courbure lombaire normale, ou de mettre des appuis-bras sur notre lampe à fente parce qu'on est très souvent en train de faire un examen avec les lentilles, ou d'essayer de développer une manière de faire de l'ophtalmoscopie indirecte où est-ce qu'on se plie moins le cou, et ajuster la chaise. Donc, je pense que la chose qu'on peut faire pour commencer, c'est vraiment de prendre conscience. Et puis, chaque ophtalmologiste est très différent. Donc, c'est difficile de dire pour tout le monde, ceci est la chose à faire. Je dirais prendre conscience, c'est le premier pas. Merci, j'ai hâte à votre cours. Merci Encore une beaucoup. Moi fois, aussi. merci. Vous serez? Vous allez présenter? Je serai pas cette année, mais on aide à la conception et puis j'ai hâte de voir le produit final. Génial. Merci beaucoup. Donc, nous accueillons maintenant la docteure Chrissa McAllister, directrice de la pratique en communauté au conseil d'administration de la Société canadienne d'ophtalmologie. La docteure McAllister est connue pour son travail en ophtalmologie et aussi en bioéthique. Elle est aussi une formatrice active qui enseigne aux étudiants en médecine et aux résidents en ophtalmologie, ainsi qu'en bioéthique dans les établissements comme l'Université de Toronto et l'Université McMaster. Dr. McAllister discutera ce soir des considérations d'ordre éthique en ophtalmologie. Dr. McAllister, soyez la bienvenue. Merci, Dr. Dagher, et merci pour votre intérêt dans ce sujet. L'éthique de la vertu, c'est une branche de la bioéthique qui se tourne vers les bons traits caractéristiques d'une personne qui vient de la philosophie d'Aristote. Mais comme nous disposons que de 10 minutes aujourd'hui, au lieu de parler de la philosophie d'Aristote, je vais vous raconter l'histoire d'un ami très cher afin d'illustrer certaines des caractéristiques vertueuses que nous aspirons à défendre. Je vais commencer de m'excuser à ceux d'entre vous qui peut-être m'ont entendu raconter cette histoire en anglais au congrès annuel cette année. Alors, je vais le refaire encore une fois aujourd'hui, mais cette fois en français. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pertinent. Alors, on commence avec une question. Qu'est-ce qui constitue la pierre angulaire de la relation patient-médecin? Et je vous présente ici 4 vertus fondamentales, la compassion, l'intégrité, prudence et la confiance. Et c'est en tant qu'étudiant en médecine que nous apprenons le terme obligation fiduciaire à l'égard de nos patients. Et le mot fiduciaire, ça vient du latin fidere, qui signifie faire confiance. Alors, on voit les résultats, s'il vous plaît. Alors, vous avez très bien fait, c'est la confiance qui est une vertu fondamentale qui vraiment sous-tend tout ce que nous faisons en médecine, même si les autres vertus sont aussi importantes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire, je vais vous raconter une histoire de Fred et Gloria. J'ai rencontré Fred pour la première fois quand j'avais 16 ans et j'étudiais le piano à Halifax. Fred avait la cinquantaine et accordait le piano de ma famille ainsi que tous les pianos du département de musique à Dalhousie University. C'est la première fois, Fred, c'est la première personne aveugle que j'ai rencontrée. Fred entendait mieux que les voyants. Le bruit sourd d'un pas en bas d'un escalier contrastait avec le creux d'une marche. Il utilisait les échos des bâtiments pour se diriger dehors et écouter les voitures pour savoir quand traverser la rue. Il se plaignait du silence de certains vélos et s'inquiétait d'être heurté par l'un d'entre eux s'il ne faisait pas attention. Fred avait une mémoire visuelle étonnante.
et se souvenait de la disposition des maisons et des bâtiments où il se trouvait, ce qui nous donnait l'illusion qu'il voyait les objets qu'il pouvait facilement éviter. Mais parfois, il admettait que l'on modifiait la disposition des lieux sans le prévenir et qu'il se heurtait à des objets. Fred est né voyant. À l'âge de 8 ans, il a trouvé un tonneau vide abandonné avec un groupe d'amis et il a allumé une allumette pour regarder à l'intérieur sans savoir qu'il était utilisé pour de l'essence. Ça lui a explosé au visage. Fred a passé les mois suivants à l'hôpital au Nouveau-Brunswick avec une cicatrice cornéenne bilatérale. Le directeur de l'école a dit à son père que Fred ne pourrait plus fréquenter une école traditionnelle et lui a conseillé de l'envoyer à l'école pour aveugles à Halifax. À l'époque, les greffes de cornée n'étaient pas disponibles dans les Maritimes. Avant de rencontrer Fred, je n'avais jamais réfléchi à ce que signifiait avoir la vue ou la perdre. Mais en tant qu'ophtalmologue, nous savons bien que la vue est pour beaucoup le sens le plus précieux, ce qui nous place nos patients dans une position particulièrement vulnérable lorsqu'ils sont confrontés à la perte de la vue, et nous dans une position de pouvoir où nous avons la capacité de restaurer la vision et de prévenir la cécité. Ce qui rend encore plus inquiétant les discussions que j'ai eues plusieurs fois avec de jeunes ophtalmologues au cours des dernières années sur le passage d'un modèle de soins orienté vers le patient à un modèle commercial en ophtalmologie, où les caractéristiques vertueuses qui définissent notre façon de pratiquer sont négligées pour améliorer la rentabilité. Alors que nous voyons une expansion de ces pratiques axées sur le profit, plutôt dans les grandes villes au Canada, moi je m'inquiète particulièrement du modèle de rôle et de l'importance que nous savons que le mentorat joue dans la culture des vertus. Le code d'éthique et de professionnalisme, en tant que médecin exerçant au Canada, nous sommes tenus de respecter ce code. C'est fondé sur les valeurs et les principes, et ça reconnaît que notre pratique est un processus actif de questionnement, de réflexion et de prise de décision sur ce que devraient être les gestes d'un médecin et les raisons justifiant ces derniers. Et voici les vertus décrites, et ce sont les caractéristiques que nous aspirons à défendre. La compassion est la première vertu dans notre code d'éthique. Et je dirais que de la compassion découle bon nombre de nos autres vertus. L'honnêteté, l'humilité, l'intégrité et la prudence. La compassion englobe une grande partie de ce que signifie fournir des soins. La compassion. Un médecin qui fait preuve de compassion perçoit la souffrance et la vulnérabilité des patients, cherche à comprendre les situations particulières vécues par chacun d'eux, cherche à soulager leur souffrance et offre son soutien aux patients souffrants et vulnérables. L'histoire de Fred est tragique, un accident insensé ayant entraîné une cécité permanente. Mais c'est aussi une histoire d'amour, car c'est à l'école pour aveugles, Fred a rencontré l'amour de sa vie et sa future épouse, Gloria. Gloria est également née voyante, mais a développé une forme agressive de glaucome juvénile et a subi l'énucléation d'un œil lorsqu'elle était enfant et de son deuxième œil lorsqu'elle était une jeune mère avec 2 enfants en bas âge. Gloria a vécu une vie heureuse et épanouie avec Fred malgré son absence de vue. Elle restait à la maison et s'occupait de leurs 2 enfants voyants, tandis que Fred travaillait à l'accordage et la réparation des pianos pour subvenir aux besoins de la famille. Le soir venu, Fred et Gloria avaient l'habitude de se promener ensemble dans le quartier. Au moment où j'entraînais à l'école de médecine, Fred avait subi 12 greffes de cornée qui ont toutes fonctionné dans un premier temps, mais qui ont fini par échouer, et la plus récente rejetée lentement, ce qui rendait son travail et son autonomie plus difficiles.
Fred m'a dit, la différence entre un peu de vue et l'absence de vision est énorme. La perte de la vision qui lui restait mettait en péril non seulement l'indépendance de Fred, mais aussi celle de Gloria, qui dépendait de Fred pour de nombreuses tâches. À ce moment-là, j'étais étudiante en 4e année de médecine et Fred était bouleversé par le fait qu'il ne voyait plus assez bien pour faire leur promenade du soir. L'intégrité. Un médecin intègre fait preuve de cohérence dans ses intentions et ses gestes. Il agit de façon sincère et se conforme aux attentes de la profession, même dans l'adversité. Quelques mois plus tard, j'ai suivi un stage clinique à Boston avec le Dr. Klaus Dolman, spécialiste de la cornée et légende vraiment en ophtalmologie, et je lui ai parlé de Fred. Il m'a dit que la kératoprosthèse de Boston K-Pro, qui est une greffe de cornée artificielle qu'il avait mise au point, serait exactement ce que Fred fallait et que l'une de ses collègues vedettes, la Dr. Mona Dager, notre présidente, allait bientôt commencer à offrir cette procédure à Montréal. En 2008, j'étais une résidente de 2e année à l'Université de Toronto en ophtalmologie et Fred s'est rendu à Montréal pour rencontrer la Dr. Dager. Elle l'avait inscrit à sa clinique le premier jour de son retour de congé de maternité et prévoyait réaliser la chirurgie de kératoprosthèse dès qu'il trouverait un donneur de cornée de Nouvelle-Écosse. La prudence. Un médecin prudent fait appel à son jugement et son raisonnement clinique et moraux, tient compte de toutes les connaissances et de tous les renseignements pertinents et prend en toute conscience des décisions réfléchies qui respectent les principes des soins médicaux exemplaires. Plus tard dans l'année, j'ai rendu visite à Fred et Gloria à leur domicile à Halifax. Fred, qui éprouvait des difficultés avec sa vision, attendait avec impatience la chirurgie. Mais Gloria, elle s'inquiétait davantage des risques d'une procédure innovante. Et s'il perdait la vision qu'il possède, demandait-elle. Après plusieurs opérations, Fred avait déjà perdu la vision de son autre œil. En y repensant, je suis frappée par la vulnérabilité et le désespoir de Fred, par son besoin de faire quelque chose pour lui et pour Gloria. Lorsque nos patients sont confrontés à une perte de vue, ils comptent réellement sur nous pour les guider dans le processus décisionnel. C'est également vrai pour les maladies plus guérissables comme les cataractes, même s'ils font face à des services facultatifs non assurés. Nos patients nous font confiance et s'attendent à ce que nous les conseillons sur ce qui a de la valeur pour eux. Plus tard dans l'année, Fred a subi une chirurgie de kératoprosthèse avec Dr. Dager en utilisant le Boston K-Pro, ce qui lui a permis de retrouver la meilleure vision qu'il avait eue depuis son enfance. Il pouvait voir 20-25 sans correction. Fred m'a décrit ce qu'il ressentait en voyant aussi clairement. C'est presque désorientant, a-t-il dit. Il pouvait lire les adresses sur les enveloppes, voir les avions voler dans le ciel, lire les numéros de plaques d'immatriculation à distance. Il ne laissait pas Gloria faire quoi que ce soit dans la maison. Il est si facile de couper des légumes en tant que voyant, dit-il, ou de verser une tasse de thé. Gloria se brûlait toujours le bout des doigts en cherchant l'eau qui s'approchait du bord de sa tasse. Je voulais tout faire pour elle, a-t-il déclaré. L'histoire de Fred illustre l'incroyable pouvoir que nous avons en tant qu'ophtalmologues de restaurer la vue. C'est la raison pour laquelle nous avons tous fait carrière dans l'ophtalmologie et que nos patients nous remercient chaque jour pour leurs bons résultats. Mais l'histoire de Fred et Gloria souligne également l'importance des vertus en médecine, reconnaître la souffrance et la vulnérabilité des patients, comprendre les circonstances uniques et soulager la souffrance. Moi, je voulais tellement aider Fred à recevoir les soins dont il avait besoin. Je connais son histoire et c'est ça qui m'a motivée. Mais comme Fred, tous nos patients ont une histoire.
Et si nous cultivons la compassion pour nos patients, nous ferons naturellement ce qu'il y a de mieux pour eux, quel que ce soit le modèle de soins dans lequel nous travaillons. Humilité. Un médecin qui fait preuve d'humilité connaît les limites de ses connaissances et de ses compétences, et celles de la médecine. Il se garde de franchir ses limites, cherche à obtenir conseil et soutien auprès de ses pairs lorsqu'il est confronté à des situations difficiles et reconnaît la connaissance que les patients ont de leur situation propre. Fred a vécu 2 ans avec une vision normale. Mais en 2011, alors que j'étais résidente de 4e année à Toronto, il a développé un glaucome aigu. Son tube shunt a été bloqué par le vitré. Il a dû subir une intervention chirurgicale qui a entraîné une maculopathie d'hypotonie. Et après une évolution compliquée, Fred s'est retrouvé dans une basse vision. Dans notre code d'éthique, la compassion est aussi décrite comme étant le fait d'offrir son soutien aux patients souffrants et vulnérables. Lorsque nos patients sont confrontés aux limites de la médecine et qu'ils doivent s'ajuster à une perte de vue comme Fred ou à une cécité complète comme dans le cas de Gloria, nous devons les accompagner et les soutenir pour reconnaître à la fois leur souffrance et leur force et pour réfléchir à notre malaise face à l'impossibilité des fois de guérir les maladies oculaires et notre ignorance, l'ignorance de ce que signifie réellement être une personne ayant une perte de vue. Gloria, c'est une femme forte, une épouse, une mère et une femme au foyer. C'est quelqu'un que nous devons admirer et non prendre en pitié. Moi, je pense souvent à Fred et Gloria, à leur résilience et aux réussites dans leur vie malgré leur handicap visuel, à leur bonheur ensemble. L'histoire de Fred et Gloria m'incite à m'efforcer de maintenir et de cultiver les vertus qui affirment notre engagement à l'égard de notre spécialité et de nos patients. Et finalement, je pense au rôle joué par les ophtalmologues pour les aider à maintenir un objectif simple, pouvoir se promener dans le voisinage ensemble, bras dessus, bras dessous le soir. Et merci. Merci, Dr. McAllister, pour cette présentation réfléchie. J'adore toujours vous écouter, j'apprends à chaque fois. Vous transmettez vraiment de belles valeurs et je ne savais pas que vous parliez aussi bien le français. Vous m'impressionnez à chaque fois. Merci beaucoup pour cette belle présentation. On a une question très importante et ça touche tout le monde ces temps-ci, surtout le fait qu'on travaille dans des centres spécialisés de médecine où on fait des chirurgies maintenant à l'extérieur de l'hôpital. Pouvez-vous nous dire plus sur les préoccupations que vous exprimez au sujet des cabinets axés sur le profit? Est-ce que c'est une situation propre à l'ophtalmologie? Et à cet égard, qu'est-ce qui distingue l'ophtalmologie de d'autres spécialités? Ben, je dirais que l'ophtalmologie, c'est un domaine un peu particulier de la médecine où on a les grands groupes commerciaux qui voient, c'est plutôt dans nos services non assurés, un moyen de développer un modèle commercial qui est axé sur le profit. Et je dirais que cette situation, c'est moins fréquente dans les autres spécialités, mais on la retrouve en médecine vétérinaire et en dentisterie. Alors, ça s'agit d'un modèle d'entreprise où c'est vraiment la rentabilité qui est prioritaire par rapport aux décisions centrées sur le patient, où des fois, c'est tous les tests assurés et non assurés possibles qui sont utilisés dans toutes les situations, même lorsqu'ils ne sont pas indiqués. Et c'est afin pour avoir le profit. Et moi, je pense de voir la médecine sous cet angle commercial au Canada, ça pourrait entraîner vraiment la destruction de notre modèle actuel de soins. Parce qu'au Canada, c'est vraiment, ça repose fortement sur la confiance et le jugement des médecins quand la manière dont on utilise les ressources de soins de santé. Alors, ça me préoccupe beaucoup. Et je dirais qu'on voit ça plutôt dans les grandes villes au Canada, où ça commence à... On voit ça un peu plus souvent, mais c'est un risque pour tous les médecins, mais particulièrement pour les ophtalmologues à cause des services non assurés qu'on a. Merci. Merci d'avoir partagé ceci avec nous.
Je vais partager mon écran. La prochaine présentation, c'est... Donc, j'ai le plaisir de vous présenter la dernière présentation de la soirée, qui est l'aperçu sur le congrès annuel 2025 avec un accent particulier sur notre volet consacré à l'intelligence artificielle. La présentation sera présentée par notre docteur Daguerre, président de la Société canadienne d'ophtalmologie et membre du conseil d'administration depuis 2012. Elle a également présidé le comité de la planification du congrès annuel pendant 6 ans, jusqu'en juin 2024. Chef du département d'ophtalmologie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal et professeur aux universités de Montréal et de McGill, elle nous offrira un aperçu captivant sur le programme du congrès de la COS 2025. Docteur Daguerre, c'est à vous. Merci, Dr. Jabour. Pour le plateforme, est-ce que vous voyez bien la présentation? Vous êtes en presenter view. Il faut juste changer le swap. Merci. Parfait. Ça, c'est mieux, hein? OK. Donc, je vais vous parler du congrès annuel de la Société canadienne d'ophtalmologie. Encore une fois, je n'ai pas de conflit d'intérêt. La Société canadienne d'ophtalmologie se consacre à l'avancement des soins oculaires grâce à l'innovation, la formation et la représentation. Notre congrès sert vraiment de plateforme clé pour diffuser les connaissances, échanger avec les pairs ophtalmologistes au Canada et discuter des dernières avancées dans notre domaine. Avant de passer aux faits saillants de cette année, prenons un un petit moment pour évoquer l'histoire de notre congrès annuel. Depuis plus de 87 ans, le congrès existe et c'est un pilier de notre société. Ça vise à promouvoir la formation et la collaboration entre les ophtalmologistes. Il a été lancé en 1937 et il a beaucoup évolué, passant d'un focus initial sur tout ce qui est clinique et maintenant on a une place grandissante pour les technologies, les chirurgies, les transferts de connaissances. Et le nombre de participants, bien sûr, euh, augmenté de façon exponentielle. On est rendu à 1500 participants quasiment chaque année. Les sujets traités couvrent des avancées dans les domaines techniques chirurgicales et les protocoles de traitement. Et on a vraiment une volonté de s'améliorer et de poursuivre avec l'innovation. Donc, chaque année, on continue à échanger avec nos membres pour s'assurer que le programme reste pertinent et que ça répond vraiment à leurs besoins et à leurs attentes. Regardons maintenant un peu de statistiques du congrès. Comme vous voyez, on prévoit vraiment plus de 1500 participants, ce qui témoigne de l'engouement et l'intérêt pour cet événement. Le programme va mettre en avant plus de 60 séances. Il y aura 18 conférenciers de renommée mondiale et plus de 300 conférenciers locaux du Canada. Les retours des participants au congrès ont toujours été excellents, ce qui souligne notre engagement envers l'excellence et la qualité. Nous offrons aussi de nombreuses occasions de réseautage pour encourager les échanges et la création de liens entre les ophtalmologistes. Le congrès annuel, c'est une activité agréée d'apprentissage collectif du programme de maintien de certificat du Collège royal. Donc, je vous demande cette question pour savoir à quel point vous êtes au courant des crédits que vous allez pouvoir recevoir. Est-ce que ça permet seulement section 1, seulement section 2, seulement section 3 ou une combinaison de ces crédits? On peut avoir la réponse, s'il vous plaît. Parfait. Donc, c'est vraiment section 1, 2 et 3 et je vais vous expliquer comment. Donc, il est possible d'obtenir des crédits de la section 1 pour l'apprentissage en groupe, donc dans une salle plénière où vous écoutez des conférences. Il est possible aussi d'obtenir des sections du crédit de section 2. C'est en examinant le contenu éducatif d'un poster, d'une affiche électronique, par exemple. Et aussi, il est possible d'obtenir des sections 3 en participant à des programmes d'auto-évaluation ou à des formations basées sur la simulation, comme les Surgical Transfer Courses. Ce sont des wet labs.
Donc, on peut obtenir toutes sortes de crédits et ça vaut la peine de participer au congrès. Je vais essayer de continuer. La souris ne fonctionne pas. Désolée, j'avance pas. Est-ce qu'on peut m'avancer? Ah, voilà. Alors, qui sommes-nous? On est un grand groupe et on est vraiment tous des bénévoles. Et on se réunit à chaque année pour travailler pour cette réunion scientifique exceptionnelle. On a un président de congrès. Je l'ai présidé pendant 6 ans, mais cette année, la relève, c'est Dr. Adam Musichak de Calgary, qui est exceptionnel, qui est vraiment très dévoué et qui fait un excellent travail. Il y a aussi des représentants de chaque surspécialité. Il y a un comité qui fait euh, la- les prix de mérite et finalement, on a toute l'équipe de la COS qui contribue à ce succès. Et comme vous pouvez voir aussi, toutes les surspécialités de l'ophtalmologie sont représentées. On fonctionne de façon très méthodique. On a un président de séance, c'est actuellement le président de la surspécialité qui définit les objectifs d'apprentissage en fonction des besoins ressentis des membres. Et ensuite, on va inviter des conférenciers euh, internationaux ainsi que de conférenciers locaux et on les accompagne pour préparer des séances qui sont vraiment équilibrées et basées sur des données probantes. On travaille de façon acharnée annuellement et on commence tout de suite après le congrès. Donc, déjà à l'été, on commence à planifier pour l'été prochain. Le développement créatif débute 1 an à l'avance et c'est pour pouvoir, premièrement, publier le prospectus pour les commanditaires. Ensuite, on fait l'appel à résumé qui est lancé au début septembre. On fait les évaluations des résumés à l'automne et finalement, en janvier, déjà ce mois-ci, le programme est quasiment tout monté. On a des conférenciers invités de chaque surspécialité. On en a une vingtaine qui sont des chefs de file dans leur domaine et de renommée internationale. On a aussi 7 ateliers des Surgical Transfer Courses ou de cours de transfert de compétences auxquels vous pouvez obtenir des sections 3. Cette année, on a 4 nouveaux. Comme vous voyez ici, les 4 nouveaux portent sur les anneaux et autres objets, les injections de Botox pour la migraine, la chirurgie oculoplastie et les compétences avancées en segment antérieur pour les ophtalmologistes générales. Cette année aussi, on a de la nouveauté. Nous avons le plaisir de vous présenter un nouveau volet qui est l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. Et ça sera animé par notre docteur Fares Antaki, membre de la Société canadienne d'ophtalmologie qui a une expertise en l'intelligence artificielle. Donc, les technologies de pointe sont cruciales pour améliorer notre pratique. On le sait pour la clinique et pour les résultats pour nos patients. Donc, ce volet permettra aux participants de découvrir les développements les plus innovants dans notre domaine. Traditionnellement, c'était toujours la clinique, mais de plus en plus, on trouve que c'est important d'amener tout ce qui est innovant pour que la clinique soit encore plus représentée. Euh, donc pallier à cette limitation, on a ajouté cette séance et on a hâte de la découvrir avec vous. Et on remercie chaleureusement Dr. Antaki d'avoir pris la relève pour cette nouvelle présentation. Et pourquoi participer au congrès? Donc, j'aimerais juste vous expliquer pourquoi c'est absolument nécessaire d'assister. C'est que, premièrement, l'occasion est parfaite pour rencontrer les experts et les innovateurs de premier plan dans notre domaine. Aussi, c'est pour découvrir les dernières avancées qui peuvent non seulement améliorer notre pratique, mais aussi bénéficier à nos patients. Et aussi, c'est pour le réseautage avec vos pairs, avec les chefs de file dans les domaines de notre surspécialité. Donc, c'est un cadre
idéal pour toutes ces connexions. Et en conclusion, le congrès de cette année, c'est une occasion unique de formation continue avec beaucoup de crédits. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée d'ajouter le volet sur l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. Nous aurons également un intervenant de l'American Academy of Ophthalmology qui va se joindre à nous pour partager son expertise vraiment, ses expériences en matière de représentation et de plaidoyer. Donc, je vous encourage vivement à vous inscrire et à participer activement au congrès. Enfin, être membre de la Société canadienne d'ophtalmologie, c'est vraiment faire partie d'une communauté qui est engagée à l'excellence et à l'avancement des soins oculaires. Donc, profitez de votre adhésion et profitez à vous inscrire aussi au congrès. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr. Daguerre, pour cette belle présentation sur un aperçu du congrès annuel. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a des séances auxquelles les jeunes ophtalmologistes pourraient y participer au congrès? Absolument. Et de plus en plus, à chaque année, on voit leur séance augmenter et devenir encore plus intéressante. Et il y a toujours un engouement et c'est toujours une salle qui est remplie et les gens sont vraiment debout à l'arrière. Donc, on avait au tout début, il y a peut-être il y a 12 ans, c'est moi qui avais parti ça. La conférence a ajouté un volet pour accueillir les résidents et les jeunes ophtalmologistes. Et depuis lors, ça a vraiment beaucoup augmenté. À chaque année, on voit cette séance continuer. Donc, il y a le symposium. On a ajouté aussi des ateliers, des wet labs. Et finalement, on a maintenant une séance qui est pour les étudiants en médecine. Donc, chaque année, il y a vraiment un agrandissement de tout ce qui est rapport avec les jeunes. Et on voudrait vraiment les encourager à assister parce que c'est premièrement important pour leur formation, mais aussi c'est pour semer le grain. Et c'est comme ça que les gens commencent avec nous et continuent avec nous. Et ils comprennent l'importance de la Société canadienne d'ophtalmologie et à quel point ça répond à leur demande de formation, mais aussi en matière de plaidoyer pour leur profession. Merci beaucoup. Et j'en fais preuve, en fait, parce que mon parcours était idem grâce à vous, Dr. Daguerre, avec la société. Puis depuis, c'était vraiment de plus en plus d'activités, de plus en plus de participation. Donc, merci pour vous et pour la société. Je vous remercie aussi d'avoir fait partie et de continuer à faire partie et de promouvoir tout ce qu'on fait et de participer activement au développement. Merci, Dr. Jabot. Merci. Je vais juste voir s'il y avait d'autres questions. Je ne vois pas dans le Q&A. Donc, nous vous remercions tous d'avoir été des nôtres ce soir. Nous avons été ravis d'entendre de nos conférenciers et de nous parler de leurs efforts visant à façonner l'avenir de l'ophtalmologie. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. On est toujours ouvert à discuter, à améliorer et à entendre vos besoins pour mieux les répondre. Donc, on est toujours là pour vous. N'hésitez pas à communiquer avec nous, soit par l'intermédiaire de la Société canadienne d'ophtalmologie, leur courriel, ou directement vers nous. On a toujours le plaisir de vous répondre. Merci à tous et bonne soirée. Merci d'avoir été parmi nous.